Ce club, moi, je l'ai dans le cœur. Dans ma vie, toujours en premier, c'est le RAF. C'est pas autre chose. C'est pas descriptible ce que j'ai dans le cœur pour ce club. Voilà, c'est viscéral. Hey, finta. Explorer les basculements d'une époque, sentir frémir des énergies, voir les ruralités se transformer avec celles et ceux qui les provoquent, les repensent, les bousculent. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta donne à entendre l'Aveyron à travers celles et ceux qui ont choisi d'habiter ici et maintenant, de s'engager aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis 10 ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à finter de plus près, et ça commence tout de suite. Chemise à fleurs, cheveux gominés peignés en arrière, à la fois bourru et discret, Pierre-Olivier Murat a imprégné le Rodez Aveyron Football de sa patte depuis 2006, quand il en devient le président. Jamais prolixe, il ne s'autorise que quelques sorties médiatiques bien senties. Quand ses joueurs et joueuses sont ciblés, Murat sort les griffes. Il accepte volontiers d'encaisser les coups de cravacher besogneux pour son club. Après des premières années de présidence difficiles, marquées par des galères financières, Murat a réussi à stabiliser ses deux équipes premières, hommes et femmes, en Ligue 2 et à faire monter les U19 en national. Mais derrière le masque du président et actionnaire majoritaire du RAF, l'homme garde ses secrets. Murat ne s'épanche jamais. Parler de lui, il n'aime pas ça. Après plusieurs mois à jouer au chat et à la souris, il a finalement accepté de se livrer au micro de Finta et je l'en remercie très sincèrement. Pendant notre échange, j'ai appris qu'il était encore plus superstitieux que je ne le pensais, qu'il apprécie ses moments seul, qu'il s'ennuie vite quand tout va bien et qu'être plouc le rend fier. Mais avec Pierre-Olivier Murat, nous avons surtout parlé de sa carrière avortée de footballeur professionnel, de son rôle de président qu'il endosse depuis 17 ans et qu'il compare à celui d'un chef d'entreprise, avec l'inconnu des résultats sportifs en plus, et de son amour viscéral pour ce club qui lui a donné sa première licence. Je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute. Qu'est-ce qu'elle représente, cette ville Rodez, pour toi ? C'est ma ville de naissance déjà. Je suis parti pendant de nombreuses années, très tôt, à l'âge de 14 ans à Nîmes, pour jouer au foot, puis à Caen. Et puis après, je suis revenu naturellement ici parce que je m'y plais, j'adore le département, j'adore les gens ici. Je veux dire, tout est assez simple et sain ici. Tu me disais en préambule donc, que tu acceptes rarement des invitations à parler de toi. Tu es discret, mais est-ce que tu peux quand même me dire où sont tes racines, géographiquement, familialement, d'où est-ce que tu viens ? Alors, moi je suis né à Rodez. Mon papa était né à Figeac, ma maman était née à Paris, mais ils sont arrivés très rapidement dans l'Aveyron, notamment sur le Lévézou. Et après, côté de mes grands-parents que j'ai pas connus, il y en avait une partie qui était du Lot et une autre partie qui était du bassin à Decazeville. Donc Pierre-Olivier, ça fait plusieurs mois qu'on se cherche, qu'on se court après, qu'on essaie de faire croiser nos chemins. On y arrive aujourd'hui dans un contexte qui est plutôt sympa. On est sous un grand ciel bleu pour le RAF actuellement, 3 victoires d'affilée, 4e au classement de Ligue 2 BKT. C'est un président heureux que j'ai en face de moi. C'est un président serein, voilà, parce que je sais qu'on est qu'à la 8e journée, que c'est très long. L'année dernière, on était 20e à cette époque. Le championnat de Ligue 2, cette année, pour moi, je l'appelle un championnat de Ligue 1 bis, parce que des clubs qui jouent en Ligue 2, qui n'ont pas joué en Ligue 1, il y en a très très peu, dont on fait partie. Donc après, l'essentiel, c'est surtout ce qu'on produit depuis le début de saison. On a un jeu très offensif, je crois qu'on est 2e meilleure attaque de Ligue 2 ou 3e. On propose pour moi du beau spectacle à Polignon et c'est plutôt ça qui me rend heureux que le classement pur et dur. Tu te destinais à une carrière de joueur professionnel également dans le foot. Tu as eu des contrats de jeunes pros à Nîmes. À Nîmes et à Caen. Nîmes, Bourges et Caen. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu découvres, qu'on te diagnostique une maladie qui va te mettre un coup d'arrêt dans cette carrière-là. Comment est-ce qu'on se relève d'un coup d'arrêt comme celui-ci ? C'est compliqué parce que c'est une maladie que j'ai toujours, donc qui m'embête régulièrement.
pour pas dire quotidiennement. À un moment donné, quand j'ai arrêté, on m'a découvert ça quand j'étais pro à Caen. J'avais un papa qui était professeur, enfin instituteur au départ et professeur après. Et la seule chose qu'il m'avait demandé, il m'avait dit le foot c'est pas un métier, donc c'était de continuer les études. Donc j'avais continué mes études. Ça a été un coup rude psychologiquement parce que quand tu pars, que t'es gamin à 14 ans et que tu pars pas en vacances avec tes potes tous les étés et puis que t'es complètement à l'inverse de tout le monde. Que tu as fait tant de sacrifices parce qu'aujourd'hui les footballeurs on les voit comme des chanceux, mais c'est pas des chanceux, ils sont pas là qu'avec le talent, ils bossent beaucoup et moi j'ai très vite switché honnêtement. J'ai énormément de défauts, par contre je regarde toujours devant, ce qui est derrière moi ça n'existe plus. Je ferme très rapidement les livres et les encyclopédies de ma vie. Donc j'ai décidé de partir dans un tout autre domaine et c'est à ce moment-là donc, que j'ai monté mes magasins de téléphonie mobile et après que je suis devenu franchisé Orange pendant 16 ans. Je réfléchis parce que je vieillis quand même. Donc tu as ouvert le premier magasin de téléphonie mobile à Rodez. À Rodez. C'était à quelle époque ça? Je pense que c'était en 2000. Et donc pendant 16 ans. Ça veut Tout dire à fait. que tu t'en es séparé, là, aujourd'hui? Orange a repris ses franchisés il y a 9 ans, dont je faisais partie. Et donc, voilà, il a fallu partir faire autre chose, voilà. Et puis, j'avais repris le club à peu près, donc c'est ma 19e année de président. Et puis, quand tout ça s'est passé, j'ai dit, on va mettre un autre coup d'accélérateur, c'est-à-dire être à plein temps dans le club. Et puis, avec l'histoire qu'on connaît, c'est-à-dire CFA2, Ligue 2, et c'est passionnant. Alors on la reprend cette histoire. Arrête-toi là, on va la dérouler. Président du RAF, tu le deviens en 2006, tu succèdes à Joël Pilon. Oui, tout à fait. Comment on devient président d'un club? Ça se passe comment? Alors Joël était déjà un ami très proche, il m'avait déjà fait rentrer dans le club parce qu'il m'avait demandé d'être plutôt son conseiller sportif parce que c'était un très 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 grand patron aveyronnais. Et il m'a dit ça serait bien que ce soit toi qui prennes la suite. Et alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Eh bien, on répond très rapidement oui, parce que moi j'ai eu ma première licence de foot au RAF, qui s'appelait pas le RAF à l'époque. C'est ce club, moi je l'ai dans le cœur. Dans ma vie, toujours en premier, c'est le RAF. C'est pas autre chose. Et puis on m'a tant donné quand j'étais gamin, quand j'étais en poussin, à l'époque ça s'appelait débutant en poussin, tout ça. J'ai dit, parce qu'on n'était quand même pas dans une situation folichonne, j'ai dit il faut y aller, parce que sinon ça va s'arrêter. Voilà. Et ça a été vraiment naturel et c'est pas indescriptible ce que j'ai dans le cœur pour ce club. Voilà. Tu le dates de quand? De ta première licence justement? Oui. Parce que même quand je suis parti, moi, je suivais autant les matchs de là où je jouais que les matchs du RAF. Ah ouais. Pourtant, tu le dis, quelques semaines après, tout de suite, tu es plongé dans des difficultés. Le budget du club est retoqué par le contrôleur financier de la fédération nationale, la DNCG, par la DNCG. Donc, tu es tout de suite dans des dossiers compliqués. Tu accumules... Alors, ta question, elle est vraiment bien. Parce que c'est exactement à ce moment-là où il y a une anecdote qui est assez incroyable. Parce que moi, pour le travail, je suis en Chine. Et donc Joël m'appelle, sauf qu'il n'avait pas regardé les horaires, donc moi j'étais en pleine nuit, j'étais arrivé depuis 24 heures à Canton, et je vois le téléphone qui sonne, je réponds, donc c'était en pleine nuit, il me dit « Pierre, il faut que tu prennes un billet d'avion et que tu rentres ». J'ai dit « Mais pourquoi ?» Parce qu'on n'est pas passé en DNCG, lui avait déjà arrêté. J'ai dit « Ouais, mais je viens d'arriver, j'en ai pour 3 semaines de boulot ». Via mes activités là-bas. Elle dit non, il faut que tu rentres. Et donc je suis rentré directement à Paris et je me rappelle, j'ai travaillé tout le vol au-retour de nuit du coup sur le budget. J'ai atterri non pas à Rodez mais à Paris pour aller passer en appel. Et donc aller défendre. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai pris la présidence, où on a réactivé la SASP en plus de l'association. Et c'est vraiment là le point de départ, c'est vraiment ce jour-là.
Et là, tu regrettes à ce moment-là? Tu te dis dans quoi je me suis embarqué? Non. Parce que là, déjà, je suis jeune à cette époque. T'attaques par quelque chose qui est très dur. Et moi, quand tout va bien, je m'ennuie. Ouais, j'ai tendance à vite m'ennuyer quand tout va bien. Donc là, c'était un sacré challenge. Et puis voilà, il fallait y aller. Hein. De toute façon, président de club, c'est 90% de gérer des emmerdes, hein, pour parler un peu comme Loulou Nicolin faisait, et 10% de plaisir. Et t'es obligé d'en passer par là. C'est quoi justement le rôle d'un président au quotidien? Aujourd'hui, le rôle d'un président dans le foot moderne, c'est exactement celui d'un chef d'entreprise dans une entreprise normale, quoi. Voilà. Avec le seul aléa qui est hyper important, c'est qu'une entreprise normale, tu peux faire tous les prévisionnels, c'est carré, ton business plan, tout ça. Un club de foot, les résultats sportifs, tu peux faire le business plan que tu veux, sauf si, comme nous on fait, on est hyper prudent. Donc des fois on nous dit pourquoi il n'y a pas tel attaquant qui est pris, tout ça. Cet aléa sportif est très impactant économiquement. Voilà. C'est hyper intéressant parce que justement, des galères financières que tu découvres au début de ta présidence, tu assumes le choix presque d'un tunnel, de se dire tant pis, on revoit les ambitions sportives à la baisse, on serre les fesses un moment. Mais on a serré les boulons, ça a été très dur pendant 7-8 ans. Hein, voilà. Et on est sorti vraiment du tunnel en étant un peu plus à l'aise au bout de 10 ans. Voilà. Ouais. Oui, mais ce sont des années pendant lesquelles l'équipe est fragilisée, les supporters tournent un peu le dos. C'est quand même une traversée du désert pour le RAF, cette époque-là. Alors, pas traversée du désert, parce que il ne faut pas regarder que les résultats de l'équipe première. Le travail qu'on effectuait, après j'ai pris Greg en manager, le travail qu'on effectuait, moi je savais que sur le long terme, il n'y avait pas de souci. Alors, qu'on soit aujourd'hui, je sais pas, on est le 28 septembre, 4e de Ligue 2, à ce moment-là, peut-être que je ne l'aurais pas prévu. Mais qu'on soit un club bien assis, avec une bonne formation, super structuré, ça j'en étais sûr qu'on allait y arriver. Donc en fait, c'est vraiment ce travail de fond que tu as fait là pendant les 10 ans, même si la vitrine était peut-être moins glorieuse, en tout cas tu estimes que c'est ce travail de fond qui fait que le RAF en est là aujourd'hui? Mais aujourd'hui, dans le bassin économique dans lequel on est, il n'y a que comme ça qu'on pouvait y arriver. Il n'y a que comme ça. Nous, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Montpellier, on n'est pas à Toulouse. Le bassin économique n'est pas extensible, donc il faut être malin, il faut se structurer différemment, il faut bosser différemment, il faut recruter différemment et il faut faire confiance à nos jeunes. Quand on monte de national en Ligue 2 il y a 5 ans, sur le 11 contre Boulogne, le match de la montée, de mémoire, je crois qu'on a 9 joueurs formés au club. C'est jamais arrivé. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, ils sont 2 dans l'équipe première, 2 Aveyronnais, Kylian Corredor et Joris Chougrani. C'est un objectif d'aller vers plus de talents locaux à faire remonter, de structurer encore la formation? C'est toujours un objectif. Cependant, plus on monte dans le haut niveau, moins malheureusement avoir 11 joueurs formés au club en Ligue 2 à Rodez, moi c'est mon rêve, mais je sais que c'est quasi impossible. Voilà. Par contre, d'en avoir plus, c'est un objectif. D'ailleurs, avec nos 19 ans qui sont montés au niveau national, c'est une première dans l'histoire du club. Et c'est passé, ça s'est dit, mais c'est passé un peu à côté, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est une première dans l'histoire du club aussi. Les Rafettes, quelle place est-ce qu'elles ont dans cette stratégie globale du club? Mais elles ont toujours fait partie du projet. Aujourd'hui, on a vu par la saison passée les écarts Ligue 1, Ligue 2 qu'on a en garçon, ils commencent à arriver vitesse grand V chez les filles. Donc mener de front un budget Ligue 2 garçon, D1 féminine correct, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, la facilité, ce serait de dire on s'en fout tout ça. Ben non, on est descendu en D2, on va bien figurer parmi cette D2. On a 120 jeunes filles qui sont licenciées au club, donc ça fait partie intégrante
du projet. Voilà. Mais c'est vrai que la D1 chez les filles est très 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 dure maintenant. Et elles y sont restées combien d'années, les Rafettes en D1? Ça a été en 2 fois, on est resté longtemps, il y a 5-6 ans. Et là, honnêtement, ça a complètement changé. C'est la D1 féminine actuelle, c'est plus la même planète. Voilà. Je me permets de revenir juste un peu en amont. Tu parlais du tissu économique local. Est-ce que c'est en termes de partenaires et de sponsors essentiellement que tu ressens l'étroitesse de ce tissu local? C'est pas l'étroitesse, parce que moi, ça fait 19 ans que j'ai des sponsors ultra fidèles. Voilà. Mais on peut pas. Par exemple, on n'a pas Airbus sur le maillot. Voilà. Mais tous nos sponsors sont fidèles, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et quand nous, la taille de notre département, je crois que c'est un peu moins de 300 000 habitants, les équipes qu'on joue actuellement, c'est la taille de leur agglo. C'est aussi ça, la réalité. C'est pas une question qu'ils suivent pas, ils suivent très très bien. Et ils sont très fidèles. Donc ça, c'est à l'image de notre club. Voilà. Qu'on soit en Ligue 2 ou en National, tout le monde nous a suivis. Mais c'est encore une fois, on est dans un département où les agglos qu'on joue actuellement, c'est le même nombre d'habitants. Donc effectivement, et puis on veut surtout aussi, c'est une stratégie de privilégier les acteurs locaux. Moi, je veux pas avoir un énorme sponsor national ou international qui vienne là que pour un an et prendre la place d'un sponsor local. Donc il faut être dans cette balance. Dans cet écosystème, justement, tu es élu à la Ligue de football professionnel, donc parmi les présidents de Ligue 1, de Ligue 2. Pourquoi avoir fait le choix d'être présent dans les institutions nationales pour représenter le petit poussé qu'est Rodez? Ouais, mais je l'étais déjà avant, quand on était en national. J'étais j'étais représentant des clubs de national à la Fédération française de foot. J'aime bien être présent. C'est pas pour faire le mariole d'ailleurs, j'en parle jamais. Mais je pense que c'est très français, les gens veulent faire bouger les choses mais s'investissent dans rien, globalement. Je parle pas que du foot, je parle de la société française. Et je pense, comme quand j'étais franchisé Orange, j'étais représentant des franchisés Orange au conseil d'administration, parce que j'aime bien aller travailler, parce que c'est du travail, c'est pas aller manger de petits fours. Et donc, via par exemple le conseil d'administration de la Ligue, où je suis aussi membre de la commission des finances de la Ligue, chacun essaye d'amener une pierre à l'édifice, que ce soit le président de l'Olympique de Marseille, du PSG, mais celui de Rodez, ou de notre club, parce on fait le même sport, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Voilà. Donc toi, tu as envie de porter la voix d'un petit club? Oui, c'est très important, parce que le foot des territoires, il est capital. Pourquoi au Parc des Princes ou au Vélodrome, c'est plein? Parce que c'est très populaire. Donc le foot, ça ne doit pas être que de l'élite, de la Ligue des Champions, tout ça. Le foot, c'est des villes comme Rodez, des départements comme nous. Aussi, il y a tellement de licenciés en France que ça doit être représenté aussi, je pense. La saison dernière, Rodez termine sur un incident à Bordeaux. Dans ce contexte-là, tu as souvent pris la parole pour défendre tes joueurs dans les médias nationaux, et tu as eu cette expression que Rodez était un club de ploucs. Pourquoi? Alors, j'ai pas tout à fait dit ça. Que c'est pas nous les ploucs qui allons influencer. J'avais une question qui me plaisait pas. Puisqu'on a insinué qu'on avait fait pression pour arrêter le match. Et j'ai répondu, est-ce que vous pensez que c'est un club de ploucs comme Rodez qui arrive à faire arrêter un match? Voilà. C'était pour dire que la question était ridicule. Donc ça, c'est le contexte. Mais tu as eu ce mot-là. Oui. Pourquoi? Mais moi, je suis fier. Ici, on est dans un pays rural. Moi, je suis très fier qu'on soit dans un pays rural. On a des agriculteurs sponsors, on a la RAGT est sponsor, et c'est dans notre sang. Comme à des cases, avant, c'était les mines. Voilà, c'est dans ton truc. Moi, je suis fier. Pour moi, je suis très fier d'être un club rural. Très fier. Ouais. Ok, donc tu le connotes plutôt positivement, ce mot-là. Pour moi, oui. D'ailleurs, moi,
quand je suis pas au foot, je coupe, j'habite à la campagne. J'habite pas en ville parce que j'aime être autour, j'ai les vaches à côté, et c'est ça que j'aime, moi. Voilà, donc, Mais tu te posais sur le coup un peu en outsider, un trublion. De dire. Oui, je suis ni le PSG ni l'OM. Donc, j'ai pas la force de faire arrêter un match. Et puis, c'est surtout des gens qui connaissent rien au règlement, parce que pendant ces moments-là, tu peux pas aller ni parler avec l'arbitre ni les délégués, c'est interdit. Donc, on était là à attendre, c'est tout. Voilà. Bon, cette page qui a été douloureuse pour les joueurs, pour tout le monde, elle est tournée avec ce beau début de saison que vous faites. Donc, on va rester sur ça. Tu as aussi dit que la force du RAF, c'était son isolement. En quoi c'est une force, l'isolement ? Parce que en étant dans un triangle Montpellier, Toulouse, Clermont, on est à peu près au milieu de ça. Il n'y a pas énormément de clubs, enfin il n'y en a pas de clubs en Ligue 2 ou en Ligue 1 dans ce triangle. Ça nous permet d'avoir des jeunes qui viennent dans notre club, et ça nous permet aussi d'avoir des supporters qui viennent. Et je pense que d'être un peu isolé des grandes villes, ça nous amène une très très grande force, une très grande solidarité. Très très grande solidarité. Et c'est un pays de besogneux, et c'est dans cet isolement, c'est ça que je veux dire, qu'on est des travailleurs. Voilà. On n'a rien à portée de main, quoi. Je me reconnais dans cette ligne, c'est la ligne de Finta, exactement. C'est vrai. Et justement, comment Rodez reste le RAF et conserve son esprit familial dans un univers pro ? Ça part de la base. Si tu veux que ton équipe en Ligue 2 avec des joueurs qui viennent un peu de partout, de toute origine sociale, de toute origine culturelle, religieuse. Et à un moment donné, derrière tous ces gens, il y a le footballeur, mais il ne faut pas se tromper surtout sur l'homme. Voilà. Et moi, la première chose que je vérifie une fois que dans notre cellule de recrutement, on dit il faut prendre tes joueurs, je commence à avoir un peu de réseau, Grégory aussi. On prend notre téléphone, on appelle des entraîneurs ou des formateurs qui ont eu ce joueur-là. Et là, si la personne nous dit c'est un travailleur, c'est un mec sérieux, et que nous, on a validé sportivement, on y va. Donc c'est déjà, premièrement, en recrutant des hommes qui correspondent à notre philosophie, qu'on arrive à garder cet état d'esprit. Parce que si on met que des footballeurs de haut niveau, sans qu'il y ait cette fibre qu'on voit actuellement, on est mort. Ça fait 2 fois. On n'a pas les finances pour se payer Mbappé, donc voilà. Pas encore. Ça fait 2 fois que tu fais allusion à Greg, donc c'est Grégory Ursule qui est manager sportif du club aujourd'hui, et avec qui tu fais la paire depuis quelques années maintenant. Mais je l'avais fait revenir en tant que joueur, et puis quand il était un peu sur la fin en tant que joueur, j'ai dit je pense que tu as les qualités pour devenir un manager. Quand je te parlais de la fibre familiale et de ce club familial, je parlais aussi des supporters, de tous ceux qui ont plein de souvenirs avec le RAF et qui cultivent ça. Comment vous gardez la proximité avec le public dans un univers pro toujours, dans un nouveau stade Paul Lignon qui est quand même un bel écrin aujourd'hui ? C'est pareil, on revient aux personnes. Moi, je descends de mon bureau place de la Cité. Alors malheureusement, je conseille à personne, mais je fume beaucoup. Quand je fume ma cigarette, j'ai peut-être 5-6 personnes à chaque fois qui viennent me parler. Donc moi, je discute de foot avec eux. Tranquille, on est ouvert et on discute avec tout le monde. Je veux dire, il faut pas se prendre pour d'autres. Et à un moment donné, quand tes supporters ils se coupent d'un club, c'est que t'es pas proche d'eux. Là, les supporters, ils ont le droit d'être contents, pas contents. Mais à un moment donné, tout s'aplanit quand tu discutes avec les gens et que tu les considères. Voilà. Et il faut parler avec les gens. Et aujourd'hui, tous les problèmes qu'il y a, c'est quand il n'y a plus d'échanges. Et ces échanges-là, tu ne dois pas les avoir que par rapport au match ou à des questions de sécurité, tout ça. C'est au quotidien. Vous allez bien là, vous êtes régalé samedi? Oui, je vais chercher mon petit-fils qui est à l'école. Voilà, il faut discuter avec les gens. Et tant que tu as cette proximité-là, pour moi qui est normal, parce que dans beaucoup de grandes villes, les gens ne connaissent même pas le nom de leurs voisins. Et donc il faut garder ça. Et tant que tu as ça, les supporters, ils attendent ça. Parce que c'est leur club. Il est comme ça. Alors, on l'a vu à la fin du match mardi.
Voilà, tous les joueurs, ils font le tour de tout le terrain. Il n'y en a pas un qui dit bon, j'ai fait mon job, je me casse à la maison. Quoi. Voilà. Tu as parlé du fait que tu parlais peu. On a déjà abordé ce côté-là. Tu as une personnalité assez mystérieuse dans Rodez, alors qu'on te connaît, on te croise, on te voit très souvent et partout. On en sait peu de toi. Et à la fois, tu as réussi à imprimer une patte de président. Alors, je ne sais pas si ça tient à tes chemises fleuries que tu as toujours au bord du stade, à la gouaille que tu as aussi. Tu es toujours sur le banc avec tes joueurs, avec Greg Ursule, avec ton entraîneur. C'est quoi la patte pomme? C'est quoi ce style que tu as imprimé? Ça, c'est toi qui me... Je sais pas, là tu me prends de revers, là. Déjà, j'aime bien être seul, même quand il y a du monde. Donc, des fois, je parle pas. Et après, j'adore... quand je suis en confiance dans un lieu où je suis bien, après, je peux être très bavard. Mais globalement, il y a le président du club, et puis il y a Pomme. Et Pomme, c'est ma vie perso, et puis ça doit rester ma vie perso, c'est tout, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qui se joue au bord du stade? Il y a toujours des moments où tu es exalté, on te voit, tu bouffes. Enfin, franchement, moi, déjà, j'ai un caractère un peu méditerranéen. Et puis, bon, j'ai passé toute ma formation à Nîmes. Donc, c'est comme... Il y a des profs dans votre scolarité qui vous marquent, quoi. Moi, ce club de Nîmes, il m'a marqué à vie aussi. C'est mon deuxième club de cœur. Qu'est-ce que tu as pris alors? Des fois, il y a beaucoup de valeurs... comme nous, hein, il y avait beaucoup de valeurs comme nous quand j'y étais. C'était un club qui était très solidaire, parce que c'était la petite ville à côté de Montpellier qui était le gros club. Et cette passion, voilà. Il y avait tout ça. Et alors des fois, je redeviens un peu méditerranéen. Alors, voilà. Il y a un peu un mélange du président et du Pomme. Mais est-ce que c'est le passionné de foot? Est-ce que c'est le chef d'entreprise qui bouillonne sur le bord de la pelouse? Mais si tu veux, déjà pour faire ça, pour être président, il faut être ultra passionné. Mais en même temps, pour être président à Rodez, il faut être ultra passionné, mais ultra raisonné. Donc la balance, elle se joue à quelques centièmes de grammes, quoi. Mais après, c'est comme je disais au tout début, c'est au moins... Ce club, je l'ai dans le cœur, mais c'est pas de la com, quoi. C'est vraiment, je l'ai dans le cœur. Je parle. C'est vraiment, c'est viscéral. Voilà. Donc des fois, tu peux être un peu content, un peu pas content. Et avec l'âge, quand même, je deviens plus sage. On a vu pire. C'est presque du stress des fois, non, qui sort. Enfin, Ah non. Ah, c'est pas du stress. Non. Tout ce qui est resté dans la cocotte la semaine là. Non. Ah, ça peut être de la tension, mais je suis pas stressé. Parce que déjà, bon alors, en règle générale, dans ma vie, j'ai mon chemin, je le regarde, et donc je sais qu'à un moment donné, le chemin, on va y arriver, tu vas gagner des matchs, t'en perdre, mais il faut rester sur notre ligne de conduite. Ça peut être, je sais pas, un moment de tension, mais pas de stress. Parce que si du stress, il faut pas aller sur le banc de touche. Voilà. Parce que le supporter en tribune, son seul stress, c'est le résultat du match. Mais comme tu dis, toi, t'as sur tes épaules la santé financière d'un club aujourd'hui de 90 salariés. Oui, on est pas loin des 100 maintenant. Ouais. Avec beaucoup de jeunes dans le club. Voilà, ça c'est une marque de fabrique. Parce que dans mes entreprises, j'ai toujours aimé travailler avec des jeunes. Par exemple, on a beaucoup de jeunes en alternance. Sur la communication, marketing, et ça par contre j'y tiens. Parce que les jeunes, bon, déjà tu les formes, parce qu'ils sont encore dans des écoles. Mais les jeunes, des fois, tu es un peu fatigué, un peu bougon, un peu blasé. Et les jeunes, ils ont ce truc pour te mettre un coup de pied au cul et te dire allez, c'est super ce qu'on fait. Ouais, voilà. Et ça, j'adore travailler les jeunes, moi. Quel est le projet du RAF? Est-ce que c'est l'idée de consolider la Ligue 2 BKT pour les garçons, la D2 pour les filles? Ou est-ce que c'est d'aller plus haut, de voir plus grand? Le projet, c'est surtout de rester comme on est. Déjà. Dans nos têtes, dans notre philosophie. C'est ça, le projet principal. Parce qu'en faisant ça, il peut tout arriver. Voilà. Alors bien sûr que... Moi, dans ma tête, c'est de pérenniser le club en Ligue 2. Bien sûr que c'est ça. Mais c'est surtout de rester comme on est.
Parce que il y a eu des clubs qui ont fait des montées nationales, Ligue 2, Ligue 1, et qui ont explosé en vol parce qu'à un moment donné, l'identité était perdue. Et le number one, c'est ça, c'est notre identité. Et après, si on travaille comme on travaille actuellement, enfin depuis des années, et qu'on reste sérieux et qu'on reste comme on est, je pense que naturellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les périodes où on était en CFA2, CFA, je savais que sur le long terme, ça va le faire. Et si on reste comme ça, sur le long terme, ça va le faire. Ça va le faire, mais c'est vers où alors? Moi, j'ai pas de limite dans la vie. Voilà. Mais le foot, ça va très 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 vite. En 5 années, on a fait CFA2 Ligue 2. En 5 ans. Ça va très vite. Et ça va très vite dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste comme on est. J'ai eu vent d'un rapprochement omnisport à Rodez. Non, tu me l'apprends. Ok. Quel lien est-ce que vous avez avec le basket, le hand? Avec le hand, on a des rapports assez proches parce que je suis ami avec Benoît, le président, avec une personne qui est au club, qui est un ami très proche à moi. Voilà, mais ça reste des discussions de président, et il n'y a pas de fusion-acquisition, comme ils disent aux States. Est-ce que tu te sens avec le RAF quand même locomotive du sport ruthénois et aveyronnais? Est-ce que tu as vocation à amener avec toi dans ton sillon les autres clubs? C'est bien qu'il y ait un sport qui tire tout le monde, parce que moi, quand on regarde Montpellier, ils ont tous les sports au très haut niveau. Et moi, je pense que c'est super, surtout pour les jeunes, pour la vitalité d'une ville ou d'un département. Le sport, c'est populaire. Puis c'est le seul endroit où les gens ne parlent pas de politique ou de religion. Donc c'est plus léger. Dans les tribunes, les gens prennent du plaisir. Et le sport, il a cette faculté à fédérer les gens. Voilà. Donc pour moi, le sport, c'est important, plus loin que le foot. Et puis, c'est pas parce que le foot est à ce niveau-là qu'un autre sport ne peut pas y être. C'est les trucs de clocher d'il y a 50 ans qui sont complètement révolus. Voilà. Et en termes de locomotive, toi, club de Ligue 1, par rapport justement à tous les clubs de village, le foot est hyper bien implanté, évidemment, dans tous les villages en Aveyron. Est-ce que vous avez un lien particulier avec ces petits clubs? Ben oui, on va entre 5 et 7 fois par an. On va faire les mercredis du foot, où les joueurs professionnels vont entraîner les jeunes dans un petit club. On fait ça depuis dizaine d'années, je pense. Et mon Benji, c'est ça? Dizaine d'années. Et c'est là où on voit cet attachement, où on revient aux questions de solidarité, d'entraide, parce que des joueurs pros qui vont faire 7 entraînements par an dans des villages, ça n'existe pas. Comme des joueurs pros, quand on a fait le tournoi partenaire qu'on fait depuis plusieurs années, qui jouent dans une semaine où vont jouer un match professionnel le samedi et qui jouent avec des salariés. Prendre le risque de se faire tacler par le sponsor du coin. Ça n'existe pas. Et c'est ça, cette identité-là, c'est extraordinaire pour les sponsors, tous ces petits gamins, puis ça donne une bonne image du sport, du foot, de notre club. Quel souvenir tu as, toi, enfant, peut-être, en tribune à Paul-Lignon? Moi, j'adorais l'époque où il y avait tous nos amis yougoslaves, parce qu'ils amenaient quelque chose de différent. Et donc avec énormément d'Aveyronnais, et c'est là qu'on a vu aussi que ce melting pot avait fait des grandes choses aussi. Donc je me rappelle des buts de Homer Rodzik ou de Christic. Les années 90? Ouais. Et après, moi, j'y étais plus, donc voilà. Mais c'est mes premiers souvenirs à Polignon, avec des trucs incroyables. Aujourd'hui, je finirais en prison. Des tribunes montées derrière les buts qui arrivent à 1 mètre derrière les cages de but. Aujourd'hui, tu fais ça, mais tu finis avec les menottes. Et c'était génial, parce qu'il n'y avait pas de problème au final. Il n'y avait pas de problème. Tout se passait bien. Donc la Polignon a changé d'allure maintenant. Oui, tant mieux. C'est vital pour le club, que ça permet d'accueillir notre public, nos supporters dans de meilleures conditions, et aussi nos partenaires et sponsors.
Et c'est un projet qui est très structurant parce que c'est aujourd'hui le stade est le moteur économique de tous les clubs. Voilà. Et c'est très important parce que nous, mine de rien, en retombée économique, c'est très très important. Que ce soit nous en direct ou les équipes adverses qui viennent, avec les hôtels, l'aéroport, les avions, les restaurants. Et c'est aussi, moi je suis très fier qu'économiquement on participe grandement à la vie locale. Dernière question, Pierre-Olivier, est-ce que tu es superstitieux ? Moi c'est ta chemise qui me perturbe. Ça c'est toi qui l'as dit ça. Alors moi je suis un grand malade, ouais. Ah ouais, je suis un grand malade, je suis très très superstitieux. Donc c'est-à-dire ça se manifeste comment ? Ouais, je vais pas tout te dire, mais t'es sur un canapé, c'est l'occasion, hein, les confessions. Je suis passage clouté, je mets jamais mon pied sur la deuxième bande blanche. Voilà. Ah oui. Oui, je prends jamais. Je vais à l'hôtel, je prends jamais une chambre où il y a un numéro 6. J'ai pas une seule affaire qui est verte. Je suis ultra superstitieux. D'accord. Ah ouais. Donc ça c'est rien ça à côté. Donc c'est lié à quoi ? À des mauvais souvenirs, une chambre 6 Non, mais plein de choses, mais c'est depuis gamin, hein. Attention. Hein. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Est-ce que c'est pour ça ? Alors je sais pas si c'est toujours la même chemise, mais au bord du stade, on dirait que c'est toujours la même chemise quand même. Non, c'est pas des chemises à fleurs, j'en ai. T'en as beaucoup, d'accord. Ah ouais. Et depuis jeune aussi. Ah ouais. Ok. Et là, il se passe quelque chose ? Il y a une explication ou... À la base, c'était des amis à moi qui fabriquent des chemises entre Nîmes et la Grande Motte, du coup. Donc j'ai connu quand j'étais à Nîmes. Et j'adorais tout cet esprit autour de la Camargue, donc avec ces chemises très, des fois un peu trop bariolées. Mais moi j'adore ça. Voilà. Donc tu es égérie, chemise à fleurs. D'accord. Bon, j'aurais appris ça. Dernière question, Pierre-Olivier, qui est commune à tous les invités de Finta. En quoi est-ce que tu crois ? Ça, c'est privé. Il n'y a pas une croyance publique ? Croyance publique... J'ai pas de grande croyance, quoi. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? Écoute, moi je suis très simple. C'est ce qui me fait le matin, c'est je suis vivant, je suis pas malade, on respire, tout va bien. Voilà. Un jour après l'autre ou tu fais des plans sur la comète ? Non. La vie, elle peut s'arrêter en 2 secondes. Je l'ai appris de nombreuses fois. Le matin, tu te lèves, tu es content, tu respires, tu es en bonne santé, tout va bien. Mais c'est une belle philosophie de vie pour terminer l'épisode. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de jouer ce jeu-là qui était douloureux, mais que je sais attendu. Donc merci de l'avoir fait sur Finta et bonne continuation pour le RAF. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast. Et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous. Transférez-le à vos amis, parlez-en. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. À très bientôt.